En 1896, un journaliste autrichien, Herzl, va venir à Paris. Il est athée, un juif athée, vient à Paris. Il est au courant, c'est un très brillant journaliste autrichien, il est au courant des pogroms qu'il y a dans les pays de l'Est, la manière dont les juifs sont traités dans les pays de l'Est, et sous la Russie tsariste. Et il s'aperçoit qu'en France, avec l'affaire Dreyfus, eh bien, les juifs aussi, bien que depuis 2 siècles, les juifs aient droit, depuis 1789, sont vraiment des citoyens français comme tout le monde, ils ne sont pas traités comme des citoyens normaux. Et vous avez malheureusement le monde catholique, mes frères catholiques, qui se déchaînent dans l'affaire Dreyfus. Et on va dans la rue commencer à entendre « mort aux juifs », toujours ces vieux cris. Et il est bouleversé et il va écrire un livre qui s'appelle « L'État des Juifs ». Et c'est toujours traduit « l'État juif ». Il n'a pas écrit l'État des, il a écrit l'État des Juifs. En allemand, mais c'est bien la bonne traduction, c'est l'État des Juifs. C'est-à-dire que dans son esprit, vous avez à l'époque l'Allemagne qui se constitue, avant c'était la Prusse, l'Italie qui devient un pays, il y a eu avant la Belgique qui s'est constituée, donc le nationalisme en Occident, le phénomène colonial des Anglais, des Français, des Italiens au Maghreb ou ailleurs, en Afrique, et le regroupement, donc l'idée d'Herzl, c'est de dire, puisqu'on ne veut pas des Juifs ni à droite ni à gauche, il faut les mettre quelque part. Et Herzl pense que il pense d'abord à un pays où il y avait pas mal de Juifs, c'est l'Argentine. Puis finalement, bon, alors il pense à Madagascar. Bon, non. Arrive là, à Bâle, au premier congrès sioniste de Bâle, des gens qui arrivent des pays de l'Est, les Amants de Sion, une association qui s'appelle les Amants de Sion, Sion qui est une colline de Jérusalem. Donc c'est les Amants de Jérusalem, et qu'ils disent à Herzl, non, si nous devons faire quelque chose, c'est de reconstituer l'État, n'en parlait pas d'État à l'époque, le royaume juif qu'il y a eu en Palestine. Et c'est dans ces conditions que la charte, qui date de l'époque, c'est arriver en Palestine pour créer un État pour les Juifs. Et non pas un État juif, c'est un État où on doit rassembler les Juifs du monde entier pour qu'ils aient un État à eux. Mais encore une fois, en France, notamment, en Angleterre surtout, les rabbins sont très hostiles. Le rabbinat est très hostile parce que le rabbinat dit non. On doit se rassembler à la fin des temps là-bas, mais ce n'est pas maintenant. Donc nous ne sommes pas d'accord. Les rabbins s'opposent. Ce sont des laïcs qui vont se démarrer et tout le combat. Seulement pour aller plus avant, il faut quand même que ce n'est pas seulement une charte, un discours à Bâle. Il faut aller plus avant. Il faut donc obtenir des grandes nations occidentales le feu vert. La guerre de 14-18 va voir la Turquie entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne. Ce qui fait immédiatement que les choses vont changer et les Juifs vont faire en sorte, notamment pousser les Américains, à entrer en guerre en 1917. Il faut défendre l'Occident, il faut entrer en guerre, et ce sera effectivement l'une des causes. Il y a de nombreuses causes pour lesquelles les Américains vont arriver en 17 pour aider les Français et les Anglais. Mais en même temps, de l'autre côté, eh bien, il se trouve qu'effectivement, les Anglais ont un peu peur, ils tiennent l'Égypte, ils ont un peu peur que les Turcs étant alliés des Allemands, les Allemands arrivent au canal de Suez, et ceux qui sont plus jeunes, qui n'ont pas comme moi vécu la guerre de 70, la guerre de 14 et toutes les autres, se souviennent que l'armée allemande, italienne d'abord et allemande, a voulu arriver au canal de Suez par l'Afrique du Nord. Là, les Anglais craignent que les Allemands arrivent par Ils vont donc, en 1916, demander au peuple arabe de se soulever en indiquant au monde arabe, vous aurez un État, un grand État arabe, pour vous, soulevez-vous. Et il y aura le soulèvement, vous l'avez vu au cinéma avec le film, c'est bien connu, Laurence d'Arabie, où l'on montre bien. Donc ce soulèvement, il se soulève. Ça c'est en 1916, on fait des promesses faites aux Arabes. Mais en même temps, l'impérialisme français et l'impérialisme britannique se rencontrent en disant, puisqu'il faut dépecer l'Empire ottoman, turc, on va se partager le Proche-Orient.
secrètement. Donc, les Anglais discutent, il y a de grandes discussions. Et puis les Anglais qui tiennent la Mésopotamie, qui va devenir l'Irak, qui tiennent l'Égypte, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la Palestine. On va le laisser aux Français, puisqu'ils soutiennent les Maronites et autres, on va leur laisser l'Iran, le Liban. C'est la même chose maintenant. On va laisser le Liban. Et puis, on va leur laisser la Syrie. Mais la Syrie, elle descend jusqu'à Aqaba. On va tout de même pas laisser les Français nous couper de l'autre côté. On va donc créer, ex nihilo, la Transjordanie. Et cette Transjordanie, qui en 1949, occupant la Cisjordanie, deviendra la Jordanie. C'est un pays qui n'a jamais existé auparavant. L'ensemble, d'ailleurs, c'était la Grande Syrie, dans laquelle il y avait des provinces différentes, notamment la province de Palestine. Ça, c'est donc une offre faite aux Arabes. Mais en 1917, donc secrètement, les Français et les Anglais se partagent le territoire. Et en 1917, il y a déclaration Balfour par laquelle les Anglais promettent, ce que je disais tout à l'heure, le foyer national en... Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à l'époque, il y a la Russie. Donc les orthodoxes, qui sont très importants à l'époque, tiennent un peu les dieux saints. Et dans le cadre des accords Saïx-Picot, on laisse aux Russes la possibilité, c'est-à-dire un peu le monde de Bethléem, Jérusalem, tout ça, c'est un peu les Russes par le biais évidemment de l'orthodoxie. Mais en 17, il y a la révolution. Les soviets prennent le pouvoir. Hop, on va donc écarter complètement les Russes, désormais soviétiques athées, et on laissera bien les orthodoxes avoir leurs églises, mais plus une possibilité d'avoir un partage, je dirais, politique ou politico-juridico-économique. Et les soviétiques, se rendant compte de ce qui se passe, vont révéler aux Arabes la trahison dans laquelle ils ont été l'objet. Et en 1920, le monde arabe apprend qu'il est complètement trahi, qu'on a fait se révolter pour se libérer, avoir un État, qu'en fait, on va faire un État en grande partie pour les Juifs, mais surtout à l'époque, on ne parle pas tellement de la Palestine juive, on parle surtout que les Occidentaux, France et Anglais, se partagent le Proche-Orient. Et ce qu'on appelle maintenant la Nakba, chacun le sait, lorsqu'en 1948, création du partage, etc., les gens qui ont été expulsés, les 800 000 Palestiniens expulsés, la création de l'État d'Israël, donc cette drame pour le peuple palestinien, dans le monde arabe antérieurement, c'est 1920, qui est une date qui coupe de l'Occident. Et nous parlons toujours dans les conférences, dans le monde arabe et chrétien, des croisades, oui, mais c'est ancien ça. Ce qui est beaucoup plus important pour le monde contemporain, c'est 1920, la trahison du monde arabe. Et croyez-moi, ça joue encore aujourd'hui. Tous les anciens le connaissent et tous les anciens le font savoir. La manière dont l'Occident a trahi le monde arabe. Alors si je reviens un tout petit peu en arrière, toujours autour de 1897, quand le char sioniste décide d'aller là-bas, donc en Palestine, mais on a cherché Madagascar, il y avait du monde, on a cherché... Bon, puisqu'on veut aller refaire le royaume, il faut forcément qu'il n'y ait personne. On ne peut pas se permettre d'aller à la place... Et vous allez avoir, dès l'époque, ce slogan, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. On peut aller là-bas tranquillement puisqu'il n'y a personne. On va donc normalement reconstituer le royaume d'Israël. Et cette terrible affirmation, très importante, parce qu'elle est la source actuelle du nettoyage ethnique. Elle est la source... On ne parle pas de nettoyage ethnique, ce sont des mots techniques modernes, mais le nettoyage ethnique voulu actuellement par les Israéliens, un Lieberman qui était ministre des Affaires étrangères, demande, lui, à ce que, au sein d'Israël, les Palestiniens d'Israël soient chassés. Parce qu'on veut que le territoire ne soit que pour les Juifs. Et c'est dès l'époque, étant donné que c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre, et j'ai eu des discussions avec des journalistes israéliens qui me disent « mais vous êtes au Maroc, donc vous avez bien connu ensuite l'arrivée en France des travailleurs immigrés ». Eh bien, lorsque les Anglais étaient installés, ils ont fait venir des populations arabes des différents territoires que vous appelez, vous, les Palestiniens, refusant de reconnaître la réalité palestinienne et forcément une terre sans peuple. Donc ça, c'est important. Alors, vous avez, à l'époque, une citation que je donne toujours du nationaliste arabe Naguib Azuri,
qui est un chrétien libanais. Il écrit en 1905 « Deux phénomènes importants de même nature et pourtant opposés, qui n'ont encore attiré l'attention de personne, se manifestent en ce moment dans la Turquie d'Asie. Ce sont le réveil de la nation arabe, c'est la Nahada pour ceux qui suivent un peu ces questions, effectivement. La nation arabe, le réveil de la nation arabe, il faut savoir qu'il y a 4 siècles d'occupation ottomane, ce qui est souvent oublié par le monde arabe d'ailleurs. Ils ont raison de parler de l'occupation de l'Occident, mais pendant 4 siècles, ils ont été occupés par les Ottomans, et ce n'est que par les missions protestantes, que par les missions catholiques et autres, que la langue arabe a repris le dessus. Dans tous les lycées officiels, à l'époque, c'est le turc qui est enseigné. Il y a une occupation turque. Le seul pays qui ne sera jamais occupé par les Turcs ottomans, c'est le Maroc. Mais tout le reste est occupé pendant 4 siècles. Et je pense qu'ils en souffrent encore aujourd'hui. Mais comme après, il y a eu l'impérialisme marocain, l'impérialisme français, anglais, puis américain, on ne parle plus de ces 4 siècles d'occupation. Mais c'est une réalité profonde à l'époque. Alors, Azeguri, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce sont le réveil de la nation arabe, donc contre les Turcs, et l'effort latent des Juifs pour reconstituer sur une très large échelle l'ancienne monarchie d'Israël. Vous voyez, on parle bien de l'ancienne monarchie d'Israël, c'est-à-dire une question territoriale. Il n'est absolument pas question du tout de parler à l'époque de la terre promise. Les rabbins sont contre le sionisme, il s'agit de reconstituer un État, regrouper les Juifs dans un État. Donc, ce n'est pas sur un territoire qui est vide, mais ce n'est pas du tout penser à la terre promise, ça viendra bien après. Et alors voilà ce que nous dit dans son livre Naguib Azuri. Ces deux mouvements sont destinés à se combattre continuellement jusqu'à ce que l'un d'eux l'emporte sur l'autre. Eh bien, il écrit ça en 1905. En 2013, l'un l'a emporté sur l'autre. Je ne suis pas sûr qu'en 2053, l'autre ne l'emportera pas sur l'un. Je reviens et avance très vite maintenant. Je vous ai donné les dates. La déclaration Balfour, je vous l'ai expliqué, c'est important. Jabotinsky en 27, le soulèvement palestinien en 37. J'arrive au partage. Partage de 47. Encore une fois, il faut savoir également que, ça nous paraît très important, c'est capital, cette création de l'État d'Israël. Mais à l'époque, si vous relisez les journaux de l'époque, vous prenez les journaux suisses, Le Monde s'appelait Le Temps en France, ce qui est important, ce qui est vraiment, c'est le problème de la lutte entre les soviets et l'Occident. C'est la guerre froide. Et la guerre froide, à l'époque, c'est essentiellement autour de la Grèce. Est-ce que la Grèce va passer, comme les autres États, Tchécoslovaquie, Pologne, sous la coupe des Soviétiques, ou va rester côté occidental? Les Anglais, qui avaient fait pendant la guerre débarquement en Crète, vont aider. Il y a une révolution interne, évidemment, entre les communistes et autres les Grecs, mais finalement, la Grèce restera sur le côté occidental. Mais si vous prenez les gens de l'époque, c'est ça, quand on parle. Et il y a quelques lignes sur le terrorisme juif, qui est à l'époque, en Palestine. On parle de Palestine. Et lorsqu'il y aura la proclamation de l'État de Palestine, il va y avoir 15 lignes, mais ça n'a pas du tout l'importance qui a été donnée, qui est exacte maintenant. Mais si vous voulez, l'Europe et le monde entier est beaucoup plus tourné vers ce problème. Tout le monde pense, beaucoup de dirigeants pensent à la guerre. Je me souviens, c'est une anecdote personnelle, j'avais un de mes beaux-frères qui était commandant et au ministère de l'Air à Paris, au ministère de la guerre à Paris. Il me disait, les Russes vont arriver. Non, mais j'ai dit, mais ça va pas. Parlant avec lui malproprement, je dis, tu déconnes. Qu'est-ce que tu veux que les Russes viennent faire? Mais c'est pour vous dire l'ambiance à l'époque, 46-47, c'est l'inquiétude. Et c'est non pas du tout tourné vers la création ou pas la création de l'État d'Israël. Donc, on partage. Or, en partage, on fait quoi? On va donner aux Juifs qui occupent 6% du territoire, on va leur donner 55% du territoire. Et la population la plus importante va être... Il y aura des Juifs d'un côté comme de l'autre. Et lorsqu'on parle, on nous dit maintenant, mais on a dit l'État juif. Donc dès l'époque, c'est reconnu comme État juif. Mais attention, on ne dit pas de l'autre côté un État musulman ou christiano-musulman. On dit un État arabe. C'est-à-dire qui est considéré dans le partage, c'est le peuple juif qui veut se regrouper, et d'autre part, le peuple arabe. Ce n'est pas une question religieuse. Ce n'est pas. Et maintenant, lorsque c'est revendiqué en disant « mais les Nations Unies ont reconnu un État juif », non. Ils ont reconnu
un État pour les Juifs et un État pour les Arabes. Mais dans ces deux États, vous aviez d'un côté comme de l'autre des Palestiniens qui étaient. Ceci étant, Ben Gourion accepte le partage et il savait parfaitement que les États arabes n'acceptaient pas. Ils n'ont pas accepté en 1937, ils n'accepteraient pas le partage. Il y a donc un premier temps qui va se passer juste du partage 1947 jusqu'au mois de mai. C'est la Haganah, l'armée secrète qui s'est constituée en 1937 en Israël, donc en Palestine à l'époque, va lutter contre les Anglais. Il y a eu déjà depuis la fin de 1946, il y a eu beaucoup d'attentats. Les futurs grands premiers ministres, Begin et compagnie, sont des gens qui sont les chefs terroristes. Donc ils s'y connaissent en terrorisme lorsqu'ils reprochent aux autres d'être des terroristes. Begin, vous avez également Shamir. Ces deux hommes très importants vont devenir ensuite des premiers ministres d'Israël. Or, c'est des hommes qui n'ont jamais accepté le partage. Il faut savoir que la droite, pas seulement l'extrême droite, mais la droite israélienne n'a jamais accepté le partage. Pourquoi ? Ben Gourion, lui, l'accepte, proclame, mais ne met pas de frontières. Ben Gourion n'est pas fou, il est pragmatique et il sait parfaitement qu'à un moment donné ou autre, les Arabes vont s'exciter. La Haganah est une armée très puissante. On va nous faire croire que les Arabes veulent mettre les Juifs à la mer. Ça a été le slogan qui a été utilisé et pendant des siècles, si j'ose dire, bientôt, pendant des dizaines d'années en tout cas. En réalité, l'armée, la Haganah qui va devenir Tsahal, l'armée israélienne, c'est encore la Haganah, Israël n'est pas, va aller au-delà de ce qui lui est donné, va donner au-delà. Et lorsque les armées arabes, les 5 armées arabes, il y a 35 000 hommes, très mal équipés, pas organisés, vont essayer de récupérer, non pas, ils vont essayer au moins d'occuper la partie qui est pour... Ils n'ont jamais envahi Israël. Israël s'est proclamé, mais Israël, c'était théoriquement 55%. Ils n'ont pas envahi. Donc tout ça, ça a été très bien joué, et à partir de là, la guerre est éclatée entre les uns et les autres, et Ben Gourion, sans frontières, va récupérer 25% de plus du territoire. Il va rester 22%, les fameux 22% que réclament aujourd'hui les Palestiniens, 22% du territoire, Gaza et la Cisjordanie. Pourquoi, de ce côté-là, les Israéliens n'ont pas pu tout de suite occuper le tout ? Parce que vous avez une armée qui est très forte, relativement, c'est l'armée jordanienne, qui est en fait une armée commandée par Gleb Pacha des Britanniques, armée par les Britanniques, qui va récupérer la vieille ville de Jérusalem, qui va occuper ce qui va devenir la période, donc la Cisjordanie, mais ils reçoivent ordre des Anglais de ne pas aller au-delà. On s'arrête là, c'est-à-dire de récupérer une partie de ce qu'était le partage, mais de laisser le reste aux Israéliens. Et vous allez donc trouver les frontières d'armistice qui vont se faire, ce qu'on a appelé les frontières de la ligne verte. Les différents États arabes qui signent cette frontière pensent qu'on pourra la discuter, c'est une ligne d'armistice, et les Israéliens pensent aussi qu'on va la discuter dans l'autre sens, c'est-à-dire occuper la totalité du territoire peu à peu. Il reste donc 22%. Et ce n'est qu'en 1967 que la totalité du territoire s'est occupée. Ce qu'il faut donc bien se rendre compte lorsqu'on parle de la paix en Palestine-Israël, c'est que pour nous, pour moi en tout cas, peut-être pour vous, les territoires depuis 1967, ce que l'État de Palestine, ce qui est extraordinaire de la part des Palestiniens. Personnellement, j'aurais été palestinien, j'aurais dit je réclame le partage. Ce que vous avez occupé par la force en 1967 et qui vous est reproché, je demande à ce qu'on revienne au partage de 1947, c'est-à-dire que les 25% que vous avez occupés, et notamment la Galilée, soient palestiniennes. Je ne peux pas être plus palestinien que les Palestiniens, ils ne demandent que 22%. Je me bats donc sur les 22% qu'ils réclament. Mais pour nous, territoire occupé, pour les Israéliens, c'est un territoire libéré. Car les sionistes pensent, eux, que c'est la totalité du mandat britannique, et ils vous diront qu'ils sont très généreux, puisque Jabotinsky lui-même, donc, dont le père était le secrétaire, le père de Netanyahou, voulait vraiment qu'on étende le territoire, comme prétendument, à un moment donné, il y a 2000 ans, les différents royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda, s'étendaient du Nil à l'Euphrate. Ce qui est vrai, si on revient au temps
à l'époque, c'est qu'effectivement, la Cisjordanie, les montagnes ou autres, devraient être laissées aux Israéliens. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils abandonnent toute la côte. Parce que toute la côte n'était pas du tout au monde juif de l'époque. Donc vous voyez qu'on change un peu les données. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux pensent qu'ils ont libéré leur terre, et de l'autre côté, on pense qu'au contraire, on occupe. Vous avez eu ce combat de plus en plus, je vais aller très vite maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis quelques années, un homme, après l'intifada de 1987, un homme qui avait réprimé de manière très violente, en faisant par l'armée israélienne casser les bras et les jambes des jeunes Palestiniens, puisque c'était la guerre des pierres, donc c'était une violence par les pierres, il y a eu énormément de jeunes Palestiniens qui ont été blessés. C'était Rabin. Mais Rabin est un général, mais qui finalement va se rendre compte, parce que des Palestiniens et des Israéliens, quarantaine d'années, qui ont fait leurs études en général aux États-Unis ou en Angleterre, qui étaient dans les mêmes facultés, se rendent compte qu'on ne peut pas continuer éternellement. Ils vont donc se réunir secrètement à Oslo pour discuter d'une possibilité d'une paix. Les uns disent, pour nos enfants, on ne va pas continuer la guerre, et les autres disent, il n'est pas question, ce n'est pas possible de refouler les Juifs à la mer comme les Juifs le prétendent en permanence. Alors moi, j'emploierai même plus le mot juif, j'emploierai le mot israélien. Les Israéliens pensent que, non, ce que nous voulons, c'est avoir quelque chose. Et ils vont donc se mettre d'accord, en fait, et ce sera les fameux accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, moi j'étais un peu naïf, comme beaucoup de Palestiniens, je ne suis pas palestinien, mais connaissant bien la question, si on suit les accords d'autonomie, j'étais persuadé qu'en 1998, il y aura un État palestinien. Il y avait 5 ans d'autonomie dans lequel on commençait à libérer les territoires, que l'armée israélienne se retirerait. C'était le principe de la résolution de 67-242, pas d'occupation de territoire par la force, ils vont se replier. Donc, dans 5 ans, il y aura... Il n'en a pas été question au bout de 5 ans. Vous savez comment les choses se sont passées et continuent à se passer. Et l'époque, on est encore toujours au niveau de la notion de partage réclamé territorial. Mais, peu à peu, depuis 1977 et l'arrivée de Begin au pouvoir, de la droite, bien, il y aura évidemment Rabin, qui est la gauche, en 92, oui, et il va arriver, lui, à signer Oslo. Mais Oslo, le principe d'Oslo, c'est l'échange de la terre contre la paix. On abandonne effectivement les territoires de 67 aux Palestiniens, puisque en 88, ils ont reconnu le partage, ils ont reconnu la 242, ils ont reconnu de facto l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Au moins qu'on leur laisse, c'est ça Oslo, qu'on leur laisse cette partie du territoire qui réclame les 22%. Rabin pense qu'effectivement il faut arriver à cette paix. Il participe pour la première fois, un Premier ministre israélien participe à une grande fête de la paix, eh bien il est assassiné. Et on dit toujours c'est un jeune étudiant juif extrémiste qui l'a assassiné. Non, c'est autant les rabbins hystériques, c'est autant des généraux, c'est autant M. Netanyahou lui-même qui proclame à la Knesset, Rabin a vendu notre terre. Donc ce sont des textes, et dans la tête de Netanyahou, ça se persiste. C'est-à-dire qu'il est assassiné, et j'avais écrit avant en disant, ça y est, les Palestiniens vont, etc., c'est magnifique. Souvenez-vous que des jeunes Palestiniens montant à l'époque, en 93, sur les chars israéliens avec des rameaux d'olivier. On a eu des descriptions extraordinaires. C'était acquis. Ils ont été complètement blousés, et les beaux articles que j'avais faits dans le journal La Croix, évidemment, je me suis complètement trompé. Et c'est un homme, Edouard Saïd, avait bien vu, lui, que les Palestiniens étaient floués. Et il y a eu tous les accords successifs qui ont suivi pour de plus en plus être floués. Or, dans ce même moment, et c'est là-dessus que je vais finir après débat et questions, au même moment va se développer de plus en plus l'extrême droite, et cette extrême droite va alors revendiquer, et c'est nouveau, on va revendiquer, il y a déjà des mouvements, des petits mouvements, mais cette fois-ci, on va revendiquer la terre au nom de la terre promise. Et j'aurai des discussions avec des journalistes qui me disent « Mais vous ne pouvez pas, vous qui êtes catholique, croyant, discuter d'une terre que Dieu nous a donnée. » Je dis « Ça, moi, je le discute.
Et alors, je laissais passer. Et après, je revenais avec ce journaliste. On était autour du micro, comme ici. Et je commençais à parler de religion avec eux. Et à tous les coups, le journaliste me répondait, moi, je ne suis pas croyant. Il venait d'affirmer que Dieu avait donné cette terre, mais il affirmait tout le temps. Et ça, il y a toute une partie du jeu des Israéliens, et notamment des gouvernements, d'utiliser Netanyahou. La terre promise, il n'en a rien à foutre. Ce qui l'intéresse, c'est le territoire. La vieille idée, donc, c'est le regroupement sur une terre, mais l'idée de la terre promise donnée par Dieu, c'est beaucoup plus récent et développé. Or, maintenant, c'est quelque chose qui devient très important. Et vous avez un bouquin qu'il faut absolument lire, c'est le bouquin qui a été écrit par Anderlin, Au nom du Temple, dans lequel Anderlin, qui est, chacun le connaît comme journaliste de l'antenne 2 à Jérusalem, antenne 2, lui qui est même franco-israélien, juif franco-israélien, a écrit un ouvrage dont j'extrais quelques lignes, c'est dans le journal Marianne, pour montrer le drame à partir de la guerre des 6 jours. Les Israéliens et leurs chefs politiques, de droite comme de gauche, ont été incapables depuis la guerre des 6 jours de répondre à l'alternative existentielle. Parce que ce mot, on l'emploie très souvent, il y a 2 mots qui sont employés par les dirigeants d'Israël, sécurité et existence. Notre existence est en vie, les Arabes veulent nous mettre à la mer. Mais l'alternative existentielle dont ils parlent, ça va être soit Israël et le pays des Juifs. Si c'est le pays des Juifs, après tout, laissons aux Arabes qui habitaient là avant nous, laissons-leur aux Arabes musulmans et chrétiens. On parle donc d'ethnie arabe, juive, laissons-leur une partie du territoire, c'est une des thèses, évidemment. Ou bien alors Israël est le pays juif, et non pas celui des Juifs. Il répond à une exigence divine et messianique, le mouvement messianique de plus en plus développé. Il s'agit dès lors, il n'est pas question de laisser 1 centimètre de territoire, puisque Dieu nous l'a donné. On ne peut pas laisser au goy, à autre que nous, un bout de territoire. Et c'est tout le développement actuel du messianisme juif très important, et, ajoute Anderlin, au risque de déclarer une guerre perpétuelle avec les Palestiniens et de s'exclure des troubles au sein même de la société israélienne. Souvenons-vous de l'assassinat de Rabin. Et ils sont très inquiets, c'est la conclusion d'Anderlin, est très inquiet de la conclusion d'Anderlin. Le conflit n'est désormais plus territorial, mais religieux, comme l'a laissé entendre Benjamin Netanyahou devant le Congrès américain, et la religion, ce n'est pas négociable. Ce qui fait que je veux bien que la semaine prochaine, il y ait cette rencontre, elle est importante, n'est-ce pas, que l'ensemble du mouvement œcuménique, une semaine de la paix en Palestine, je ne vois qu'une chose, c'est la prière, oui, prions, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est la terre des miracles, et qu'après tout, les choses peuvent changer un jour. Pour qu'elles changent un jour, il faut que les Israéliens aient d'abord en tête de cesser l'occupation de la Palestine, aussi bien de Gaza, qui est une prison à ciel ouvert, qui est toujours de facto occupée, que la Cisjordanie. Donc, libérer la Palestine, et Jérusalem-Est. Le problème des colonies n'est pas très difficile à régler. Vous avez 1 200 000 Palestiniens en Israël. Il y a 500 000 actuellement juifs installés, donc israéliens installés. Eh bien, de 2 choses l'une, où ils rentrent chez eux, où ils restent, et ils deviennent des Palestiniens juifs, comme il y a des Palestiniens israéliens. C'est une possibilité si on arrive à se mettre d'accord, bien évidemment. L'autre solution, c'est la guerre perpétuelle, et cette guerre perpétuelle, je reviens à ce que disait en 1905, et j'ajoute que dans 25 ou 30 ans, lorsque vous aurez des mouvements islamistes installés partout par la bêtise des Occidentaux, par la bêtise de nos dirigeants, par la bêtise d'un Obama qui ne fait pas le poids qu'on pouvait espérer, vous aurez tous ces mouvements qui, à un moment donné, peuvent déclencher quelque chose qui verra que les Américains, qui sont de plus en plus tournés vers le Pacifique, songez qu'à l'heure actuelle, l'Amérique, dans 2 ans, n'aura plus du tout besoin du pétrole du Proche-Orient. C'est pourtant une des données, je pourrais faire tout un cours sur le pétrole et le Proche-Orient. C'est une des données essentielles. Ils n'en ont plus besoin par le gaz de schiste et par leur propre pétrole. Ils n'ont plus besoin du Proche-Orient. Ils vont donc se tourner de plus en plus vers l'océan Pacifique, le développement énorme de la Chine, c'est pour eux
très important. La Chine risque de les dépasser, donc c'est très important. Le Japon, la Chine, et ils ne s'occuperont plus d'ici 20 ou 30 ans du tout du Proche-Orient. Et le jour où les Américains ne s'occupent plus d'Israël, des 2, 3 milliards et 4 milliards qu'ils donnent, l'armement qu'ils donnent à Israël, Israël ne pourra plus faire face à la situation. Ce sera dramatique. Et c'est Israël qui risque de se détruire lui-même. Je ne demande pas, je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais dit détruisons Israël. Je dis simplement, et c'est des conclusions que l'on voit chez des dirigeants, certains dirigeants de qui ont compris la situation, les accords de Genève, les tentatives, mais faisant un pays. Et je dis l'État d'Israël ne sera jamais reconnu tant que la Palestine ne reconnaîtra pas l'État d'Israël. La Palestine l'a reconnu de facto en proclamant l'État de Palestine. Malheureusement, les Israéliens ont refusé. La bêtise des Occidentaux, France, Grande-Bretagne, États-Unis, auraient dû à l'époque reconnaître l'État de Palestine. Encore une fois, actuellement, en poussant la roue, l'État de Palestine l'an dernier est arrivé à l'ONU, mais comme État observateur. Je me bats encore actuellement à Paris, auprès du Quai d'Orsay et autres, pour qu'on se décide à reconnaître l'État de Palestine et que la France accepte je me bats aussi auprès des Palestiniens pour que, là, l'Assemblée qui va se tenir bientôt, les Palestiniens reviennent dans une demande pour rentrer de plein droit et totalement à l'ONU. Mais il faut l'accord du Conseil de sécurité. Eh bien, je dis qu'à ce moment-là, je vois ce que la France fera, je verrai surtout ce que les États-Unis feront. Si les États-Unis mettent leur veto, c'est qu'en aucun cas, quels que soient les voyages de M. John Kerry là-bas, ils ne veulent la paix au Proche-Orient. Donc c'est très important. Je ne sais pas si M. Mahmoud Abbas aura le courage de le demander. Il devrait le demander pour mettre les Occidentaux au pied du mur. Si on va devant les Nations Unies, pas de problème. La très grande majorité des États reconnaît. Tous les États importants, là, ne parlent pas seulement de la Russie ou de la Chine, mais des États tels que l'Afrique du Sud, en pleine croissance, le Brésil, qui est un des États, dans 10 ans, un des plus importants États au monde, reconnaissent la Palestine. Tous les États sud-américains ont reconnu la Palestine, l'État de Palestine. Si les Occidentaux continuent leurs bêtises, ils développent indirectement tous les mouvements islamistes contre l'Occident, et le problème palestinien reste central. Donc c'est très important. Il manque donc en Israël un homme politique, un De Gaulle israélien, un De Klerk. De Gaulle a fait la paix en Algérie. Ce n'était pas du tout dans l'intérêt des Algériens. C'était dans l'intérêt de la France. Après 4 ans de guerre de la gauche française, 4 ans de guerre, bon, la seule solution, le FLN était vraiment écrasé, il fallait donner la paix, l'indépendance. De Klerk s'est parfaitement rendu compte que le boycott que faisait cette fois-ci, le problème du boycott, c'est les États qui boycottaient l'Afrique du Sud devenait perdante. De Klerk a dit ça ne peut pas durer. Donc ça a été la libération de Mandela et l'accord qui tient toujours à l'heure actuelle. Et De Klerk n'était pas spécialement pour les Noirs, mais politiquement il a compris. Là-bas il y a eu Rabin. Rabin a compris. Et si Netanyahou, grâce à l'Esprit Saint, et parce que c'est la terre des miracles, comprenait qu'ils veulent laisser un nom dans l'histoire, alors peut-être que demain, effectivement, il manque cet homme en Israël. Mais encore une fois, la situation est très grave et l'on ne peut pas accepter de voir un problème politique se transformer en problème religieux. Je vous remercie.